Oui, bonsoir, bonjour, pardon, pourquoi bonsoir? Peut-être parce qu'il y a un petit coup de sombre sur le plateau où je me trouve. Bienvenue à Nantes. Je ne sais pas exactement qui est connecté actuellement à notre conférence, si notamment Valeria Ronziti, qui doit assurer la modération et l'animation de cette table ronde, est connectée. Valéria, tu m'entends? Là, je suis là, je t'entends parfaitement. Moi aussi, c'est parfait. Et nous avons d'autres invités qui sont là également. Madame Cavazzini, députée européenne. Tout le monde est là. Tous les intervenants sont présents. Eh ben, je souhaite la bienvenue à Nantes de manière virtuelle, malheureusement, à tout le monde. Et je te cède la parole, Valéria, tout de suite. Parfait, avec plaisir. Et donc, je vous souhaite virtuellement la bienvenue à cette table ronde sur comment les entreprises de services publics peuvent contribuer à une reprise européenne durable dans le cadre de Nantes Innovation Forum. Je suis Valeria Ronziti, secrétaire générale du CEP, l'organisation européenne qui représente depuis 1961 à Bruxelles les entreprises fournissant des services publics et d'intérêt général. Nous sommes très honorés comme CEP d'avoir été invités à animer cette table ronde par Nantes Métropole, sachant que la ville de Nantes et ses représentants et ses entreprises sont une partie essentielle des activités au CEP, notamment dans la personne de Pascal Bolo, président du CEP France. Alors, je vais animer une table ronde composée par des intervenants de haut niveau, on dit en français, notamment Madame Anna Cavazzini, députée élue avec les Verts dans cette mandature. Anna siège à la Commission du commerce international et à la Commission du marché intérieur et protection des consommateurs, donc très important pour nos activités. Ensuite, il y a Pascal Bolo, comme on a déjà dit, premier adjoint au maire de Nantes, chargé des finances et de l'évaluation des politiques publiques, du développement économique de l'emploi ainsi que de Nantes Nord. Pascal, il est aussi, et c'est très important pour nous en tant qu'employeur, vice-président président de la société d'économie mixte Semiton, donc les transports nantais. Ensuite, nous avons Michele Falcone. Michele est aussi un pilier du CEP, car il est depuis plusieurs années le président de la Task Force Eau du CEP, et dans sa vraie vie, il a été pendant 10 ans directeur général du groupe Cap Holding, où il est maintenant directeur de la stratégie et du développement, ainsi que directeur général de l'Alpha SRL, la société de distribution d'eau en province de Varese. Et enfin, last but not least, nous avons Andreas Hagenel, un autre membre très actif du CEP et notamment de notre board développement durable. Andreas est conseiller principal en matière d'énergie et d'environnement
gouvernement à l'Association suédoise des autorités locales et des régions, où il travaille à la fois sur les questions des politiques et des développements. Donc nous avons un panel très différencié en termes de représentation géographique aussi. J'en suis ravie. On n'est pas au top pour l'égalité des genres, mais bon, je compte sur les questions des intervenants pour reporter la balance sur les 50-50. Pour les orateurs et les interprètes, juste pour prévenir que je vais faire mon intervention introductive en français et après je vais passer à l'anglais pour vos questions. Donc, les titres de cette table ronde est pour les CEP, disons, au centre de nos préoccupations. En effet, service public et croissance durable est pour nous un binôme évident. Mais c'est évident pour nous, pas pour le reste du monde, en fait. La crise Covid est pour nous le moment où jamais, pour cette prise de conscience de la part de la politique européenne, nationale, locale, voire mondiale, parce que la pandémie est mondiale. Ce que les CEP fait et continue à faire pour atteindre cette prise de conscience est d'obtenir un vrai changement de paradigme. Donc, sensibiliser davantage tous les acteurs, institutionnels ou non, au rôle joué par les SIG, services d'intérêt général, pendant la phase aiguë de la crise et après. Donc, dans la phase aiguë, tout le monde a parlé des santé, les gens applaudissaient au balcon. On n'applaudit plus, on a déjà un peu oublié. Les transports continuent à fonctionner, l'eau a été fournie aux citoyens, les déchets récoltés, etc. Donc on est resté en première ligne dans la phase la plus aiguë. Maintenant, le but est de diriger les politiques européennes comme nationales vers une vraie reconnaissance de cette plus-value, de ces rôles essentiels. Et on a essayé de faire ça dans les trois phases principales reconnues par la Commission européenne notamment, donc l'urgence. Désolée, là, je n'ai pas étudié mon français. Emergency Exit Recovery, donc dans la phase aiguë de l'urgence, où nous avons fait en sorte que les cadres exceptionnels sur les aides d'État soient clairement aussi accessibles aux services d'intérêt général, et où on a mis en exergue notre bataille sur le fait que les petites et moyennes entreprises, ça ne devrait pas être que des PME privés. Plusieurs de nos membres sur le terrain n'ont pas pu bénéficier des fonds en urgence parce qu'ils avaient un 25% de participation publique, et on trouve que c'est une discrimination contre les traités. Donc ça fait partie de notre lutte pour changer la définition des PME. Dans la stratégie de sortie, quand Commission et Conseil nous demandaient quelles sont les règles de santé et sécurité pour réouvrir les bureaux, pour faire revenir les gens au travail, on leur a dit mais nos gens n'ont jamais quitté leur poste parce que les services de santé et d'autres ont continué à travailler comme je vous ai dit. Et pour la recovery, donc on veut vraiment se focaliser sur le long terme. Disons que ce focus sur le long terme a été un peu au centre de nos préoccupations depuis le début. Le fait de représenter des employeurs et des fournisseurs qui ont continué à assurer un service de façon continue. Donc notre rôle de stabilisateur, qu'on a déjà dû jouer dans la crise de 2008, mais ici de façon très différente, nous a tout de suite mis dans la scène comme acteurs de résilience. Donc, nous a donné en effet un peu les privilèges ou les luxes, si on veut dire, entre guillemets, de pouvoir se focaliser très vite sur le long terme et de ne pas être pris, comme nos collègues du privé, sur les jours même, ici et maintenant. Donc, évidemment, nos collègues des petites et moyennes entreprises, leur préoccupation majeure était de
que l'Europe puisse répondre à leurs membres qui risquaient du jour au lendemain de clôturer leur business, où on n'est pas dans la même position, et heureusement de l'industrie privée qui a maintenant un prétexte politiquement correct pour s'opposer au plan des relances vertes, au Green Deal, quand ils ont toujours été opposés, mais maintenant ils ont, disons, l'excuse Covid qui fait que ces arguments sont plus politiquement corrects parce que, évidemment, il faut surtout penser à ne pas virer des gens. Donc, on a eu ce privilège, disons, et comment on a utilisé ce privilège de penser sur le long terme? On l'a utilisé sur deux axes principalement. L'axe des investissements. Pour nous, c'est essentiel que les Next Generation EU et les cadres financiers pluriannuels n'abandonnent pas, sous prétexte d'urgence Covid, les priorités vertes et digitales. Pour nous, le Green Deal est une vraie stratégie de croissance. C'est la croissance durable du futur dont on a besoin. Donc, on a eu cette vision sur le long terme avant que les conseils aillent une solution sur la Next Generation EU, et on est aux côtés du Parlement européen, donc je suis contente qu'Anna soit là pour la bataille qu'il mène afin que des propositions très valables de la Commission européenne ne soient pas réduites au minimum dans les trilogues avec les conseils. Donc ça, c'est le côté européen. Au côté national, nous sommes en train d'assister comme on peut nos membres afin de les aider à présenter et à vraiment donner de la visibilité à des plans de relance SGI friendly, si on veut dire, donc des plans de relance qui s'inscrivent dans cette durabilité et dans l'innovation qu'on peut amener. Michele Falcone fait partie de l'organisation italienne qui, je dirais, représente au mieux en ce moment cette capacité de vision de long terme et d'innovation Utilitalia, qui a présenté un plan de relance déjà à son gouvernement, au gouvernement italien, qui pour moi pourrait être un peu la feuille de route, le benchmark pour plein d'autres pays européens. Donc, pour une fois, je suis très fière parce que, en tant que de nationalité italienne, je pense que Utilitalia a fait vraiment un travail excellent sur les plans de relance au niveau national. Et après, on a aussi un axe plus sur le long terme, des changements, des visions politiques, notamment européennes. Donc, on a entamé en interne une réflexion autour de deux questions principales qui devraient amener dans les réponses à une compréhension européenne renouvelée des SIG. Donc, on est en train de se poser la question à quoi ressemble l'avenir des SIG et quelles conclusions et quelles leçons on peut tirer de la crise pour en fait imposer ce nouveau paradigme dont j'ai parlé. Et donc, les résultats de cette réflexion seront présentés au cours de la cérémonie de lancement du nouveau nom du CEP. Donc, on va bientôt changer de nom et, disons, je pense que ce nouveau nom vous donnera l'idée aussi de comment être notre vision du futur des SIG. Et je profite de ces plateaux pour convier tous à un événement qui sera hybride. Donc, certains d'entre vous, j'espère pouvoir accueillir ici à Bruxelles, la majorité virtuellement. Le 8 décembre après-midi, au cours d'une cérémonie qui verra notamment les vice-présidents exécutifs de la Commission européenne, Valdis Dombrovskis, donner sa bénédiction au nouveau nom du CEP qui, j'espère, représentera aussi une nouvelle prise de conscience de la Commission européenne sur l'importance des services d'intérêt général. Voilà, je termine ici mon introduction au décadrage
Et je voudrais, si vous me le permettez, passer directement aux questions aux intervenants. Commençons notamment par Anna Cavazzini qui doit nous quitter un peu l'avance. So Anna has agreed, I switched to English. Alors Anna est d'accord pour que je pose les questions en français. Alors, vous faites partie d'un groupe qui lutte pour un futur vert depuis des décennies maintenant, bien avant que notre comité prenne, on va dire, plus d'ampleur ou l'ampleur actuelle à Bruxelles. Alors, d'après vous, quel est le rôle de ces entreprises dans la mise en œuvre du Green Deal européen? Alors écoutez, merci beaucoup en tout cas pour cette introduction, pour cette invitation également. Je crois que j'ai compris tout, ou plus ou moins tout ce que vous avez dit, mais mon français n'est pas exceptionnel, donc je ne voudrais pas que vous vous répétiez pour autant. En tout cas, je pense que c'est une très bonne chose que nous ayons cette table ronde aujourd'hui. Malheureusement, je vais être obligé de partir un peu plus tôt que prévu, mais je resterai autant que je pourrai pour écouter les différents orateurs et participer aux discussions. Alors comme vous l'avez dit, les Verts, ça fait depuis toujours qu'on se bat pour la protection des plantes, pour la protection de l'environnement, et dans les dernières élections, ça s'est vu à quel point ce sujet est important. Le changement climatique notamment est un problème pour tout le monde, un sujet auquel tout le monde est convié et dont tout le monde se sent par lequel tout le monde se sent au moins concerné. Et nous pensons que cette approche et ce sujet peut donner lieu à des dynamiques fort intéressantes pour les entreprises privées et publiques d'ailleurs, ou publiques et privées devrais-je dire. Alors, vous avez parlé notamment des plans de relance. Alors, il se trouve que les Verts, depuis le début, et je crois que le président est en train d'utiliser tout l'argent des plans de relance pas à bon escient. Bon, alors malheureusement, je peux pas rentrer dans les détails parce que je n'ai pas les chiffres sous les yeux, mais il me semble que tous les fonds dédiés au plan de relance devraient prendre en compte cette notion de développement durable et de protection de l'environnement. Alors, nous avons proposé différentes approches, différentes initiatives qui doivent encore être validées, et si c'était possible de trouver, on va dire, un accord, un consensus pour l'utilisation de ces fonds, en prenant en compte cette transformation respectueuse de l'environnement, j'insiste là-dessus, cela va nous permettre et donc les entreprises du service public, à mon sens, ont un rôle très important à jouer en termes d'exemples à montrer. Il y a bien sûr l'aspect social, mais cela va sans dire bien sûr, mais nous devons, je pense, aborder tous ces sujets ensemble. Voilà. Il faut les aborder avec justesse, avec justice, mais et nous pouvons prendre les exemples des différents pays, mais il faut comprendre que certaines personnes sentent cette frustration des approches qui ne sont pas inclusives de tous ces sujets, de tous ces problèmes que nous devrions aborder tous ensemble. Bon, alors ça c'est une des problématiques. Après, il me semble que nous avons également un rôle s'agissant de la relance des activités économiques. Alors, nous sommes en train de travailler au sein de la commission dans laquelle je siège sur comment nous pouvons aider les entreprises, notamment impliquées dans les services publics et ces différentes activités d'intérêt général.
Et l'idée, c'est donc de contribuer dans nos travaux à ces changements, à prendre en compte ce changement de paradigme. Nous travaillons également avec les différents membres du Parlement pour nous entendre sur des définitions concernant déjà la définition donc, des entreprises de services publics. Ce qui est important d'ailleurs pour moi, parce que je fais partie d'une commission sur commission de commerce, pardon, et c'est important de prendre en compte que les accords de commerce international n'aient pas un impact négatif sur les activités des entreprises de services publics. Oui, nous avons bien sûr ce phénomène de privatisation, nous ne pouvons pas le nier et nous devons le prendre en compte, mais néanmoins, ce phénomène de privatisation peut avoir un impact négatif. Et nous nous apercevons, d'ailleurs, dans certains cas, si nous prenons le service de l'eau, la population, les citoyens ne veulent pas de privatisation des activités de distribution d'eau. Bon. Et dans les accords internationaux, les accords de commerce international, oui, rendent, on va dire, cette négociation, cette discussion un peu plus ardue, un peu plus compliquée, s'agissant de l'influence que nous pouvons avoir pour défendre les intérêts des entreprises de services publics. Voilà. Et donc, bon, c'était voilà, les sujets principaux que je voulais aborder. Voilà, je m'arrête là. Bon, merci beaucoup, Anna. C'est fort intéressant ce que vous aviez à dire, et en effet je pense que nous avons besoin de plus de membres du Parlement européen comme vous, parce que c'est vrai qu'en dehors de notre groupe, notre travail d'influence n'est pas si facile, et il faut que nous engagions davantage de discussions. Alors je me tourne vers Pascal maintenant, et je continue en anglais si vous permettez. Alors ma question pour vous, en tant que vice-président, un membre élu en charge de la gestion de l'entreprise, comment, d'après vous, ces entreprises de services publics, ces SIG, peuvent-elles contribuer à l'essor économique, socio-économique, peuvent jouer un rôle dans la mise en œuvre donc des nouvelles règles, des nouvelles politiques? Permettre de... Valéria, la gestion d'un service public par une entreprise de modèle privé chargée de la gestion de ce service public a traditionnellement le mérite de la souplesse, de la réactivité qu'ont l'ensemble des entreprises soumises à un marché et à une économie de marché. Les entreprises en charge d'un service public, les entreprises de service public, ont en plus la capacité de vision à long terme. Elles ont en plus la capacité, tu as parlé de résilience tout à l'heure, et la capacité d'ingénierie qui va leur permettre, parce qu'elles sont dépositaires d'une mission de service public ou de service d'intérêt général, elles vont pouvoir déployer des compétences au service des collectivités et des territoires pour se projeter au-delà de leur gestion quotidienne et de la qualité de leur gestion quotidienne. Et ça, je pense que c'est une caractéristique qui est spécifique aux entreprises de service public, parce qu'autrement, toute entreprise est soumise aux aléas et d'une conjoncture, de missions à réaliser, d'un marché à satisfaire, de clients à satisfaire. Et ce côté, on dit traditionnellement très myope de l'économie libérale, les entreprises de services publics, elles peuvent se permettre de mettre à disposition de leur territoire et de ses élus des solutions d'avenir. Et la crise du Covid a joué effectivement un rôle. Je prends un exemple. Les transports publics sont identifiés à tort, mais ça se comprend, comme un lieu possible et même probable de contamination
au Covid. Donc il a fallu faire preuve d'imagination et de réactivité pour convaincre, pendant la période de crise et à la sortie du confinement, qu'on pouvait utiliser à nouveau les transports publics sans risque majeur. Et pour ça, nous avons installé des distributeurs de gel hydroalcoolique. Nous avons surtout inventé et nous avons bénéficié de l'invention de nouvelles méthodes de nettoyage et de désinfection de nos véhicules. Et cette recherche-là, elle se poursuit et elle va être indispensable à l'avenir, à la fois pour gérer correctement nos réseaux de transport, mais également pour rassurer nos usagers. Et dans ce domaine-là, eh bien, la capacité qu'ont ces entreprises de services publics de benchmark, comme on dit en bon français, c'est-à-dire d'aller voir, y compris au niveau européen, les innovations, parce que dans chaque ville, dans chaque réseau, il y a des choses qui ont été mises en place, et cette capacité de se projeter au niveau national et européen pour se comparer, pour se confronter, etc., je pense que c'est une de nos caractéristiques qui va permettre de mettre tout cela au service de nos territoires et au service de nos habitants. Mais tout cela ne peut avoir de réalité que s'il y a une volonté politique forte et que si les actionnaires publics de nos entreprises sont demandeurs et sont exigeants à notre égard. Nous ne sommes, nous, entreprises de services publics, que les bras armés, pourrait-on dire, des volontés politiques et des politiques suivies par les nations et par les collectivités. Et donc on ne pourra mettre à disposition des habitants et des territoires tous ces savoir-faire et toutes ces capacités qu'en se reposant sur une volonté politique forte. Et tu disais tout à l'heure qu'il n'y a pas de relance possible sans les services d'intérêt généraux, sans les services publics, parce qu'il a été démontré pendant la crise et pendant les confinements que c'était les services publics qui continuaient à assurer les services essentiels à la population et qui continuaient à faire fonctionner les territoires et notamment les villes. Et il est clair qu'il n'y a pas d'entreprise, il n'y a pas de services d'intérêt généraux sans les entreprises de services publics par leur capacité d'initiative et leur capacité d'innovation. Merci Pascal. En fait, tu as décrit la raison d'être du CEP parce qu'on est là pour, disons, aider nos membres à échanger des bonnes pratiques et être innovants. Là, on entend les interprètes. Je ne sais pas si c'est que nous ici à Bruxelles ou tout le monde. C'est gênant. Je continue, hein, j'essaie. Voilà, là on n'entend plus rien. Donc, on est là pour faire réseau, mais on est là aussi pour obtenir ces soutiens politiques sans lesquels on ne peut pas fonctionner. And I switch to English again to make sure that Anna understands. Et pour être sûre d'être bien comprise, je repasse à l'anglais. Je reviens d'une réunion hier avec le vice-président, Marlos Sefcovic, et j'ai dit à plusieurs reprises qu'il faut maintenir la parole donnée aux propositions vertes. Et le combat n'est pas fini, malgré les votes placés au Parlement. Maintenant, je m'adresse à Michele. La question qui vous est posée est en lien avec votre travail au quotidien, parce que je vais vous demander quels sont les défis que votre région doit relever, le changement climatique, la densification versus l'étalement urbain. Comment s'adapter à tous ces défis
Je sais que votre groupe est très innovant, donc je suis sûre que vous pourrez même aller au-delà des 2 exemples que je vous ai proposés. Donc, parlez-nous de ce que fait votre groupe. Et ce qui est aussi très intéressant à évoquer pour ce débat, c'est comment est-ce que les différents statuts publics ou mixtes peuvent faciliter ou au contraire rendre plus difficile votre capacité à innover. Merci Valéria, merci de votre invitation. Je vous parle depuis 1000 ans. Comme vous le savez, nous étions au cœur de la pandémie de Covid et nous avons réussi à modifier très rapidement, plus vite que nous n'avions jamais eu à le faire d'ailleurs, le secteur de l'eau dans les zones très urbanisées comme celle de Milan, qui est vraiment très dense, très urbanisée. Tout cela a beaucoup évolué depuis une décennie. Tout d'abord, nous avons décidé d'élargir le concept de secteur de l'eau. Quand j'ai commencé dans ce milieu, ce qu'on appelait le secteur de l'eau, c'était quelque chose de très cadré, de façon très étroite. On gérait la tuyauterie depuis le compteur jusqu'à l'usine de traitement des eaux. Tout le reste était, en dehors de cela, géré par la municipalité. Et les municipalités n'étaient pas capables de gérer tous ces problèmes parce qu'avec le changement climatique, il faut beaucoup d'argent et il faut un travail très étroit avec les services des eaux. Donc il y a environ 6 ans, on a décidé d'élargir le concept de régie des eaux, de service des eaux, y compris la tuyauterie, mais aussi la gestion des eaux de pluie, par exemple. Toute la gestion de l'eau dans son ensemble. Donc, du fait des changements climatiques, il y a eu beaucoup d'investissements dans le but de transformer la ville, la municipalité, pour aller vers une ville verte. Donc la municipalité a adapté son urbanisation aux défis du changement climatique pour travailler dans la bonne direction. Donc 34% de notre plan d'investissement vise à adapter et se mettre en phase avec le changement climatique. Donc je pense que nous avons une ville résiliente et le fait d'atteindre cette résilience est vraiment le plus grand bénéfice que nous avons eu. Et nous avons aussi adopté une approche circulaire pour notre économie. Parce qu'il y a 2 composantes clés dans l'économie circulaire, économie et circulaire. Et j'ai été en mesure de démontrer au maire que le fait d'investir dans une économie verte et circulaire, c'est une façon d'économiser de l'argent. Par exemple, à Milan. Nous avons un tarif pour l'eau et on utilise les bâtiments pour nettoyer le méthane, pour faire du biométhane qui est utilisé pour alimenter notre flotte de bus. Donc nous avons une flotte de bus verte et toutes les voitures utilisées par la ville roulent au biométhane et sont donc vertes. Donc ça a un impact sur l'environnement bien sûr, mais aussi sur notre budget parce qu'on économise beaucoup d'argent grâce à ça. Avant, on avait des grosses dépenses en carburant. Je me souviens, les entreprises anciennes avaient des voitures vertes, entre guillemets. On était vraiment dans le greenwashing pour ces entreprises. Maintenant, grâce à l'économie circulaire, au Green Deal, on a vraiment une économie verte qui nous permet d'économiser de l'argent et de réduire les coûts et les prix de l'eau, par exemple, pour les citoyens. Et
booster l'économie circulaire, l'encourager, ça veut aussi dire investir dans l'innovation. Et je pense que les services publics, je pense que le premier intervenant l'a dit, ne doivent pas être seulement des fournisseurs de services publics. Ils doivent être partenaires avec la municipalité dans une niche d'innovation. Parce que nous sommes capables de promouvoir l'innovation dans le secteur de l'eau, mais aussi d'autres secteurs. Et c'est pourquoi je pense que le troisième avantage, c'est la construction de réseaux. Comme vous le voyez, j'ai été directeur général de cette entreprise. Maintenant, je suis directeur stratégique et je suis directeur général d'une autre entreprise au nord de Milan. Pourquoi ? Parce qu'on a connecté les territoires, on a relié nos territoires. Et les territoires sont de fait liés. Si on ne gère pas bien l'eau au nord, ça crée des problèmes au sud. Et c'est parce que nous avons compris ce concept que nous fonctionnons de façon plus unique. Comme vous le savez, en Italie, les bassins d'eau suivent les frontières administratives. Pourtant, l'eau ne suit pas du tout ces frontières en réalité. Donc le fait de construire des ponts, des réseaux qui nous permettent de nous associer à d'autres compagnies des eaux et avec les entreprises de gestion des eaux usées par exemple, le fait de connecter tous ces acteurs, eh bien, ça crée des liens et ça nous permet aussi d'avoir une politique de promotion auprès des entreprises publiques. Votre deuxième question était plus compliquée. Est-ce que le fait d'être une entreprise publique peut faire une différence? Eh bien, malheureusement, non, parce qu'on a les mêmes problèmes qu'une entreprise privée. Bien sûr, la paperasse, et puis quand on met en avant une idée pour un projet, eh bien, on a les mêmes freins au niveau de la municipalité que quelqu'un pourrait avoir chez Coca-Cola ou Pepsi-Cola pour mettre en avant une nouvelle idée. C'est le problème d'avoir une grande entreprise. Mais parallèlement, le concept de propriété d'entreprise en Italie fait que l'on dépend de différents types de règles. Quand on opère sur ce type de marché, eh bien, on a les mêmes objectifs que les entreprises privées. Notre autorité nationale met les mêmes objectifs qualité, par exemple, pour tout le monde, mais avec des règles internes différentes. Parce qu'en tant qu'entreprise publique, nous devons respecter des règles très strictes malgré la directive européenne. La loi italienne joue contre nous. Donc on essaie de gérer l'eau malgré ce type de règles restrictives. Et la dernière question concernant le projet, nous essayons de promouvoir la réutilisation de l'eau. Nous encourageons la réduction de l'utilisation de l'eau dans l'agriculture, par exemple, et l'on partage tous nos actifs et tous nos atouts avec les différents services, la bioraffinerie, tous les services impliqués. Donc on est capable de collecter l'eau, le biométhane, les boues d'épuration et les eaux usées. Et tout cela est traité dans la même usine. Donc cela nous permet de vraiment connecter tous les secteurs impliqués dans la gestion de l'eau. Donc c'est mieux pour l'environnement et pour le budget de la ville. Parfait. Je crois qu'on a atteint le temps imparti et je connais Michele depuis des années.
Et j'ai moi-même des origines italiennes. Donc je souhaite ajouter que Michele a fait un travail fabuleux, étant donné la différence de couleurs politiques avec lesquelles il a dû gérer ces dernières années, parce que le territoire de Milan est très très vaste. Et le maire de Milan est quelqu'un de particulièrement ouvert, mais il y a d'autres partis qui sont au pouvoir dans la périphérie de Milan, qui sont moins, et Michele a réussi à convaincre tout le monde. Valéria, maintenant, je travaille avec un parti complètement différent et ça marche aussi. Et c'est ce que je dis, c'est que vous avez des argumentations vraiment très solides pour le service public qui montrent vraiment, vous avez un argumentaire qui montre que c'est économique de fonctionner avec le public. Et pour finir, je me tourne vers Andreas. Vous représentez une grosse organisation qui agit sur beaucoup de territoires en Suède. Comment est-ce que les entreprises publiques ont un rôle à jouer en termes d'innovation, développer de nouvelles solutions pour faciliter l'accès au financement et atteindre les objectifs de durabilité pour la société dans son ensemble? Merci beaucoup. D'abord, c'était très intéressant d'écouter les exemples de Michele et je suis d'accord sur le fait que les entreprises de services publics peuvent effectivement trouver des synergies, que ce soit l'énergie, l'eau, la gestion des déchets, tout peut se réunir de façon efficace. Et les SIG ont vraiment été pionnières en termes de durabilité. Par exemple, les transports publics en Suède, locaux, régionaux, sont à 90% sous énergie renouvelable, que ce soit le biogaz, le biodiesel, les électricités renouvelables, etc. Des biocarburants. Ce que je voulais dire aussi, c'est l'importance des entreprises de services publics est aussi vrai de façon horizontale. Deux exemples concernant le financement et les marchés publics. Comme vous le savez, ce sont des fonctions très importantes pour rendre le secteur dans son ensemble plus vert et plus durable à la fois. Donc, je voudrais d'abord soulever la possibilité de banques ou d'institutions de financement vertes et publiques. Ça existe dans de nombreux pays européens. Ça démarre en Grande-Bretagne. Je crois que depuis quelques années en France, vous avez cela aussi. Je ne sais plus comment vous appelez ça. L'AFL, l'Association France Locale, je crois. Et depuis quelques décennies, en Suède, on a Commune Invest qui permet de baisser les coûts d'emprunt, les taux d'emprunt pour les municipalités en émettant des bons spécifiques. Et 55% du marché de l'emprunt pour les municipalités va sur ce marché public. Et récemment, l'une des innovations dont je voulais parler, à propos de Commune Invest, dont je fais partie du comité vert, eh bien, nous avons émis des bons verts à hauteur de 7 milliards d'euros. Donc, nous sommes le plus gros émetteur dans les pays nordiques de ce que l'on appelle les bons verts, les obligations vertes, si vous voulez. Et ce sont pour des petits projets municipaux. Donc, il y a plus de 400 projets financés. Pour les plus gros, on a des hôpitaux, par exemple, à des projets beaucoup plus humbles, beaucoup plus petits en termes de production d'énergie renouvelable, transport public, etc. C'est un secteur qui se développe très rapidement à l'heure actuelle. Et c'est très intéressant aussi de voir comment le cadre européen sur les obligations vertes ce type d'obligation pourra atteindre le marché sans pour autant tout compliquer, on l'espère.
Donc, c'est une réglementation positive, importante, mais on sait que les réglementations peuvent parfois un peu entraver les bonnes intentions. Donc, le but étant de sortir de l'économie fossile. Donc, les taux de ces prêts verts auprès des municipalités sont à 11%. Se montent à 11% des prêts totaux, pardon. Donc, on a 11% de nos prêts qui sont verts et qui financent des projets verts. Et il y a aussi un bonus sur le marché parce que le secteur financier souhaite aussi devenir plus vert. Deuxième point que je voulais soulever, c'est une agence de marché public. Il y en a une qui est gérée par mon association, l'association des autorités locales et des régions, qui a un accord cadre dans de nombreux domaines pour toutes les autorités locales et les régions. Et ça part des services jusqu'à tous les bâtiments publics, les maternelles. Et dans la plupart de ces domaines, on intègre beaucoup de critères de durabilité. Des bâtiments efficaces énergétiquement, on mesure aussi l'efficacité énergétique et la durabilité des matériaux de construction, on essaye de calculer l'empreinte de chaque bâtiment, et le but étant de l'améliorer pendant la durée de l'accord cadre. Le but étant bien sûr, au passage, de réduire les coûts d'acheter, par exemple, des maternelles, des écoles sur le marché privé. Il y a des développements intéressants. L'innovation nécessite des bonnes institutions, solides, fiables, et aussi des corporations, des entreprises. Comme vous le savez, dans les marchés publics, le plus important, c'est d'avoir un bon dialogue de marché. Est-ce que les entreprises privées sont capables d'apporter, de répondre aux besoins? Donc, il y a des entreprises étrangères et des entreprises nationales qui peuvent répondre à nos marchés. Et en termes d'innovation, comme je le disais, il faut construire des institutions qui peuvent permettre une innovation continue vers plus de durabilité. Et les institutions que nous avons mises en place ont été très importantes lors de la crise du coronavirus. L'État a signalé qu'il y avait un manque d'équipements de protection individuelle chez les soignants. Il fallait faire quelque chose et on n'avait pas de stock. On n'a pas été aussi malin que la Finlande qui avait déjà fait du stock à l'avance. Donc on s'est tourné vers le marché et l'État a dit « Ok, voilà ce qu'on va faire. On va commander. » Mais le marché n'avait pas les capacités de production. Donc notre agence a mis en place le marché pour aller trouver les fournisseurs. Et maintenant, on n'a plus de manque. Il manque encore quelques gants. Vous savez que le marché international est un petit peu saturé et qu'il y a des problèmes d'approvisionnement un peu partout. Mais on a été capable de réagir à cette crise rapidement et de travailler à long terme vers un système durable. Donc voilà, c'était la contribution que je voulais apporter, l'importance d'avoir des institutions efficaces et comment elles peuvent aussi se déployer de pays en pays. Merci beaucoup, c'était très intéressant sur les deux aspects que vous avez mentionnés. Et je souhaitais commenter sur la partie taxonomique parce que il est très important de pouvoir convaincre des associations comme la vôtre, vertes, qui sont membres d'associations vertes comme la nôtre. Et il est important que si ce n'est pas bien géré, eh bien cela peut rajouter des contraintes inutiles. Donc il faut faire les choses correctement pour que ce ne soit pas des entraves. Mais pour faire bien, il faut vraiment être sur le terrain pour la mise en œuvre et l'application de ces réglementations. C'est un point très très important.
comme vous avez tous été très très disciplinés dans le respect du temps imparti, eh bien, nous avons une demi-heure pour débattre de tous ces points. Et je sais que Anna doit nous quitter dans 5 minutes. Donc, s'il y a une question, pour moi, ce n'est pas très facile de suivre le chat, mais comme vous le savez, il y a beaucoup de participants virtuels qui peuvent écrire leurs questions sur le chat. Donc, s'il y a quelque chose vraiment spécifique pour Anna, je souhaiterais prendre ces questions-là en premier pour qu'elle ait l'occasion de vous répondre. Donc, alors, on a quelqu'un, il me semble, qui m'aide à filtrer un petit peu les questions. Bon, alors apparemment, je ne sais pas qui c'est dans le chat, mais la question est: comment est-ce qu'un membre du Parlement européen peut soutenir des entreprises du service public? Donc, comment est-ce que vous pouvez faire davantage que dans votre fonction, enfin la fonction que vous occupez aujourd'hui? Yeah. Alors, merci beaucoup pour la question. Ben, en fait, c'est ce que j'essayais j'essayais de répondre à cette question dans ma petite présentation. Les membres du Parlement européen, c'est nous qui, comment dire, c'est nous qui travaillons à l'élaboration des lois européennes, n'est-ce pas? Et donc, bien sûr, nous travaillons pour le renforcement des services publics et, comme je l'ai déjà dit également, pour des accords économiques qui incluent les services publics dans les différents sujets abordés. Mais donc, mon rôle le plus important, à mon sens, est d'obtenir la majorité au sein du Parlement pour renforcer les réglementations, la législation. Et autre point important, c'est de considérer la majorité que nous avons déjà. Parfois, comment dire, bah, voyez, nous sommes en train de discuter sur un rapport donc des services et de la libéralisation des services. Et alors, la discussion est assez intense, n'est-ce pas? Donc, c'est pas on va dire, aussi facile à faire, à obtenir hein, cette majorité. Il y a pas mal d'influences politiques qui veulent déréguler, qui veulent plutôt de libéralisation, ainsi de suite. Bon. Et donc, toutes les parties prenantes, la société civile également, peuvent jouer un rôle également en dehors du Parlement. Donc nous sommes au sein du Parlement, bien sûr, partie prenante et un maillon très important de cette chaîne, mais nous jouons tous un rôle. Bon, et un autre point important dans mon rôle de membres du Parlement, donc c'est de fixer ou travailler à fixer le cadre hein, pour la législation. Alors, vous avez parlé comment dire, vous avez abordé ce sujet, il me semble. Bon, moi, je veux plus de transformation, n'est-ce pas? Mais je pense qu'il faut le cadre nécessaire, adéquat pour ces transformations. Et je travaille très dur à mettre en place ce cadre en tant que membre du Parlement. Bon, je voudrais terminer en disant que j'étais vraiment ravi de participer à cette table ronde et je vous souhaite à tous une très bonne conférence. Eh ben, merci beaucoup et puis bonne continuation. À bientôt. Bien, alors, je regarde si j'ai d'autres questions sur le chat. Sinon, j'en ai d'autres pour vous tous, hein, mais je pense que c'est quand même une bonne idée de donner l'opportunité à ceux qui ne sont pas là de prendre la parole, de poser les questions. Bon, si ce n'est pas le cas, si je n'en vois pas, si je n'ai pas de signe de nos amis à Nantes, eh bien j'ai des questions, hein, je vais les poser. Bon, mais quand même, avant, on va donner une dernière chance, quelques minutes à nos amis qui modèrent le chat pour voir si nous avons des questions. Bien. Alors apparemment, nous n'en avons pas, en tout cas pas des questions pertinentes au niveau du chat. Donc, dans ces cas-là, je vais poser moi les questions. J'ai une question pour vous, Pascal. Alors, bon, vous nous avez donné l'exemple du transport déjà.
Mais avez-vous peut-être d'autres exemples de Nantes Métropole, mais de manière générale également, la FEDEPEL notamment, donc l'organisation donc des entreprises de services publics locales dont vous êtes membre, il me semble, en termes d'innovation pour des processus plus durables, contribuant à des villes plus libérales. Bon, il me semble que d'une certaine manière, à Nantes, vous avez déjà une bonne expérience en la matière. Je pense que vous êtes probablement un des meilleurs élèves français, n'est-ce pas? Mais voilà, peut-être qu'il y a d'autres exemples que vous pouvez partager avec nous et je reviendrai ensuite au chat parce que j'ai l'impression que les gens se réveillent sur le chat. Effectivement, j'ai la chance d'être également président de la Société d'économie mixte qui gère le marché d'intérêt national de Nantes, notre marché de gros, qui en France est un service public de fait, puisque c'est Nantes Métropole qui en a la charge. Et évidemment, c'est pas nous qui assurons les transactions commerciales de fruits, de légumes, de poissons et d'autres produits, mais ce marché d'intérêt national fournit essentiellement les restaurants nantais sur toute l'agglomération, ainsi que les restaurants d'entreprise, ainsi que les cantines scolaires, et donc a une part importante dans la diffusion à la fois des produits frais dans l'agglomération, avec une problématique de qualité de produits, d'encouragement au circuit court, d'encouragement au développement du bio, et puis également avec une responsabilité de logistique urbaine. Et nous avons, avec notre nouveau marché d'intérêt national, entamé une réflexion pour limiter la circulation dans le centre-ville de camionnettes plus ou moins importantes fonctionnant au diesel pour la plupart, pour les remplacer par des hubs permettant la diffusion de ces produits plutôt par des véhicules électriques. C'est un exemple. L'autre exemple de ce marché d'intérêt national, c'est que nous avons profité de sa construction, c'était quand même plus de 160 millions d'euros, pour y installer une centrale photovoltaïque de 32 000 mètres carrés. Et puis, pour en revenir au transport public, nous avons notre e-busway qui a pour caractéristique d'être entièrement électrique, avec le système TOSA qui lui permet de se recharger en électricité à certains arrêts, et qui est un bus tout électrique de 24 mètres, c'est-à-dire avec une capacité de transport tout à fait importante, et qui vient bien perfectionner encore notre réseau de transport public. Et puis je terminerai peut-être par un exemple de collaboration. On sait que les moyens de transport dans la ville ne doivent pas être opposés entre eux, mais être utilisés chacun de manière pertinente et être le plus complémentaire possible. Et la CEMITAN, que je préside, a désormais la mission de coordonner les différents services de mobilité au sein de la ville, et c'est ainsi que nous essayons de coordonner l'autopartage, le car sharing, les locations de vélos de courte et de longue durée, ainsi que les transports publics, bien sûr, pour essayer d'organiser une multimodalité la plus pertinente possible. Et nous savons que dans le contexte post-Covid et même pendant le Covid, il est absolument nécessaire d'adapter nos services de mobilité aux nouvelles pratiques des habitants, et nous sommes en train de mener des études au niveau français et aussi européen pour justement analyser ces nouvelles mobilités, les nouvelles pratiques d'intermodalité. Et quand je parlais de réactivité des entreprises de services publics tout à l'heure, là on en a un exemple précis. Nous avons pu, grâce à notre souplesse, à notre réactivité, déclencher ces études de manière très, très rapide. Wow. Bon, très bien. Alors, merci beaucoup pour ça, Pascal. Si je parle français, est-ce que vous allez m'entendre en anglais, Michele? Michele? Oui, ça va être bon?
Ok. Parce que j'ai reçu, il y a une question sur le chat et je préfère vous la faire en français directement. Quand on entend les interprètes, si on peut, voilà, c'est pas très agréable. Alors, il y a Franck Beau de la revue Horizon Public qui demande qu'est-ce que les entreprises des services publics peuvent apporter aux services publics et collectivités en matière de recherche et de vision de long terme. On n'a pas tellement parlé des recherches, donc c'est quelque chose peut-être intéressant à explorer un peu plus. Est-ce que vous avez des capacités in-house de cette recherche ou c'est quelque chose que vous faites en coopération avec d'autres institutions? Je ne sais pas qui veut répondre en premier. Andreas, les chats ou Michael? Très bien. I can just say that. Well, what I can say, pardon, ce que moi je peux dire en termes de contribution, alors nous avons notre agence d'achat que nous gérons et qui travaille sur les accords cadres au niveau des municipalités et au niveau des régions. Elles font le suivi des contrats et des accords, n'est-ce pas? Et ça, c'est extrêmement important quand on considère l'achat, hein, de s'assurer du niveau de qualité, des conditions sociales requises. Et donc, il y a beaucoup de travail nécessaire dans cet aspect, concernant cet aspect. Et après, il y a également pas mal de travail qui est fait en termes de tests. Le test au niveau chimique, par exemple, le contenu chimique de ce que vous achetez. Il y a des inspections qui sont faites. On va en Thaïlande, par exemple, et on va vérifier un petit peu les pratiques dans les fermes de volailles, voilà, par exemple. Et donc, on essaye de s'investir dans différentes activités qui vont permettre de mieux gérer ces activités. Donc ça, c'est un exemple concret que je veux partager. Alors, j'ai également une question pour la Suède. Donc, Michael, donc, si vous permettez, je vais continuer avec Andreas. Nous avons une question très concrète pour vous, Andreas, concernant le masque et l'urgence COVID. Fabriqué sur son territoire ou en Europe? C'est une question intéressante par rapport à la procurement agency you were mentioning. C'est une question qui a lien avec l'agence d'achat dont vous parliez. Eh ben, on fait les achats sur le marché international, vous voyez. Donc, c'est pas uniquement le marché suédois. Mais comme vous savez, bon, il y a beaucoup de choses qui se passent en termes de production, en Europe également. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Donc bien sûr, on est impliqué dans le marché international et on essaye de travailler ensemble avec les différentes municipalités et les régions quant à leur interaction dans ces différents marchés. Très bien. Eh bien, écoutez, merci beaucoup pour ces réponses très intéressantes. Et quand on considère un petit peu ce que le Covid nous a permis de comprendre en termes de dépendance et d'indépendance au niveau des marchés intérieurs et internationaux. Alors, Michele, pour vous, la question en termes de recherche, et j'en aurai une autre juste après. Très bien, merci beaucoup. Alors, tout d'abord, les entreprises publiques, permettez-moi de dire, ne sont pas des centres de recherche. Nous sommes, comment dire, des acteurs de la promotion de la recherche. Dans le secteur public, beaucoup d'entités ne suivent pas les préconisations de différents labos de recherche. Et donc, ce que nous avons décidé de faire, c'est d'essayer d'avoir des centres de recherche sur site. Et nous avons obtenu pas mal des millions d'ailleurs d'aides d'argent européens pour ce faire, pour mettre en place des centres de recherche. Nous voyons que certaines entreprises privées et certaines universités sont déjà en ligne pour venir tester ces centres de recherche. Et nous estimons en tant qu'entreprise publique avoir un rôle pour promouvoir cette recherche. Voilà. Et donc, nous avons besoin d'avoir ces centres physiques, n'est-ce pas? Et
travaillons donc avec des startups notamment pour travailler un petit peu sur les idées de manière générale, mais pas uniquement, hein, pour travailler sur les différents sujets, aborder les différents sujets qui nécessitent cette recherche. Bon, et j'en passe. Mais il y a ce temps de la recherche, n'est-ce pas? Et après le temps de recherche, il y a le temps de test qui se fait en laboratoire. Bon. Et nous avons beaucoup d'espaces qui sont disponibles pour mettre en place ces approches, ces tests, n'est-ce pas? Et nous pensons qu'il y a, comment dire, qu'il y a un bienfait indéniable d'encourager ces approches. Alors, nous travaillons, ça fait 3 ans maintenant, avec un centre de la sorte à Milan. Et donc, nous avons 8 centres de traitement d'eau dans lesquels nous faisons des recherches en termes d'oxygène, d'hydrogène, de l'utilisation des boues, l'utilisation de champignons, enfin des champignons, hein, vous me comprenez, hein, pour la transformation des boues en matières premières qui peuvent donc être réutilisées par la suite. Et si cette recherche est positive, et si nous pouvons utiliser ces boues pour notre réseau, eh ben, ce qui aura été du déchet auparavant deviendra donc de la matière première pour travailler notre réseau et renforcer notre réseau. Donc voilà, c'est une manière pour nous de participer à ce processus de recherche et d'approche de la transformation. Voilà, c'est aussi de l'innovation en quelque sorte. Mais c'est un très bon exemple, très bon exemple. Et je dirais que dans le cas de l'Italie, la prochaine mission prioritaire, permettez-moi, ça va être de transformer cette excellence pour le bienfait du sud de l'Italie. Parce qu'un des problèmes que nous avons en Italie, hein, c'est cette différence bien profonde entre le nord et le sud de l'Italie. Et un objectif en termes de relance en Italie serait d'avoir un changement à long terme pour le Sud. Bon, enfin bref, c'était juste un petit, un petit coup de pouce ou un clin d'œil pour les Italiens qui nous écoutent. Bon, l'autre question que j'avais pour vous, Michele, d'après vous, le cadre législatif européen impacte-t-il votre activité? Et si oui, bon, bien sûr, c'est oui, hein, parce que ces réglementations doivent être traduites ensuite dans les pays nationaux, n'est-ce pas, et mises en œuvre. Mais donc, comment êtes-vous impacté par ce cadre réglementaire? Bon, alors, bien sûr, nous sommes impactés. Alors, comment dire, nous avons changé notre approche de la réglementation européenne. Bon, ça fait 15 ans hein, que je suis impliqué dans ces activités. Pendant des années, nous avons considéré l'Europe comme un porte-monnaie. Voyez, en oubliant que nous mettions nous-mêmes l'argent dans ce porte-monnaie. Nous pensions que bon, l'argent c'était quelque chose qui provenait de l'Europe, comme si l'Europe était, comment dire, une source indépendante et extérieure, étrangère de fonds. Oui. Mais donc, bon, cette approche a changé. Et notamment, la Commission européenne nous a obligés à fixer des objectifs toujours plus ambitieux, toujours plus hauts. Oui. Et nous sommes, comment dire, nous avons été poussés notamment par l'Europe concernant nos pratiques de traitement d'eau. Et notre entreprise, par exemple, a fusionné avec les différentes entreprises, donc au niveau de Milan, hein, parce qu'il faut vous compreniez qu'il y a beaucoup
de petites entités autour de Milan impliquées dans ces activités et les autorités locales se sont rendues compte qu'il y avait un moyen positif, oui, de travailler sur le réseau d'eau et notamment le réseau de traitement d'eau. Et donc, nous avons travaillé, nous avons travaillé tous ensemble hein, à ça, et la Commission européenne a été en quelque sorte le fouet ou la baguette qui nous a, ou qui a, on va dire, encouragé les maires à changer leur approche pour enfin avoir une approche généralisée, standardisée et simplifiée pour le traitement d'eau. Et nous nous apercevons également que l'Union européenne agit un petit peu, si vous me permettez l'expression, comme un booster, parce que nous nous rendons compte que nous ne sommes plus seuls et nous comprenons que notre économie n'est pas une économie comment dire, indépendante et à considérer indépendamment des autres pays européens. Non, nous faisons partie de ce tout. Et l'Union européenne nous a encouragés à entreprendre notamment nos recherches sur l'hydrogène, par exemple. Voilà. Et nous nous rendons compte que eh bien, ces approches ont un impact très positif. Et nous investissons d'ailleurs davantage en ce sens dans le but de créer ces petites entités qui vont transformer l'hydrogène, qui vont participer, on va dire, à ce processus du cycle de l'eau. Voilà. Et comment dire, nous avons pris le pas maintenant, alors lentement c'est vrai, mais l'idée étant comment dire, de nous mettre d'accord sur un objectif. Alors nous avons l'objectif, l'hydrogène, et d'impliquer toutes les entreprises qui sont comment dire, qui sont impliquées dans cette activité, dans ce secteur, sur le sujet de l'hydrogène. Bon, écoutez, merci beaucoup pour ces contributions. C'est en effet très important d'avoir une vision positive telle que la vôtre, hein, sur comment la Commission européenne, comment les politiques européennes ont agi, comme vous l'avez dit, en tant que comme booster hein, des activités. Et comme il a été dit, comme je l'ai déjà dit d'ailleurs, les secteurs privés, trop souvent, estiment que nous n'avons pas d'approche, que nous devrions ne pas nous mêler de ces affaires. Et je pense qu'il faut changer notre point de vue. Je pense qu'il faut que nous soyons d'accord sur cette approche que nous avons tous en commun, il me semble, que nous devrions tous avoir en commun. C'est pour le futur de l'Europe. Je crois qu'Andreas veut réagir à ça, et ensuite je passe la parole à Pascal. Je crois que ce que vous dites, et c'est très sage d'ailleurs, les services publics doivent mettre à disposition l'infrastructure qui sera ensuite utilisée par tous, n'est-ce pas? Un exemple de l'importance de ça, et notamment d'être actif dans l'arène européenne. Hein. À Stockholm, nous avons le plus grand réseau urbain de réseaux fibre. Oui. Et l'Union européenne, ou la Commission européenne, n'était pas très satisfaite, on va dire, de notre approche, parce que, d'après eux, c'était pas bon en termes de compétition, de concurrence. Mais en fait, ils se sont aperçus que en mettant cette infrastructure à disposition de tous, eh ben, on favorisait au contraire la concurrence. Et c'est la raison pour laquelle nous avons pu prouver que notre approche créait le terrain propice pour une concurrence saine, disons, n'est-ce pas, pour un réseau numérique plus solide. Et donc nous essayons d'étendre ceci à toute la Suède, parce que nous voulons rendre l'approche, l'accès au réseau
à tous nos citoyens. Mais donc voilà, nous allons ensuite, si nous le pouvons, peut-être aller au-delà des frontières. Mais bon, tout le monde n'est pas forcément d'accord d'aller dans ce sens parce que pour certains, bah, écoutez, les villes devraient s'intéresser et s'occuper de leur ville et ne pas se mêler des autres municipalités et des autres villes, n'est-ce pas? Bon, enfin bref, ça c'est un problème au niveau suédois, mais je pense que d'ailleurs c'est un problème qu'on rencontre dans d'autres pays également. Mais bon, voilà, c'est une barrière à l'élargissement du développement en ce sens, enfin, dans ce cas précis du réseau numérique. Donc voilà, nous devons être actifs dans le travail réglementaire notamment, et nous pouvons rendre disponible l'infrastructure qui est si importante. Oui, vous avez raison, et nous devons travailler au niveau de Bruxelles, mais aussi, on va dire, partout en Europe. Bon, et l'étape suivante, c'est d'organiser des études de cas notamment, pour prouver à quel point nous pouvons être efficaces. 9 minutes, et je voudrais me tourner à nouveau vers Pascal, qui, je suis sûre, a beaucoup de choses à nous dire sur recherche, rôle de l'Europe. Et comme c'est Nantes qui nous accueille, je voudrais aussi te laisser les conclusions de cette table ronde, si tu es d'accord. C'est une lourde responsabilité, mais je vais essayer de faire face. Sur la question de la recherche, j'ai été très intéressé par ce que Michele nous disait sur le fait qu'effectivement, nous, entreprises publiques, nous ne sommes pas des centres de recherche fondamentale. En revanche, nous pouvons être des terrains d'expérimentation. Et par exemple, à Nantes, nous avons une navette fluviale sur une de nos rivières qui fonctionne à l'hydrogène. C'est le fruit d'une recherche de toute une filière qui aboutit au fait que nous avons pu expérimenter un bateau à hydrogène et que nous avons pu installer à Nantes une station de distribution d'hydrogène qui sert pour notre bateau, mais qui va servir aussi pour le public et pour les autres développements. Donc cette capacité d'être à disposition de la recherche fondamentale pour tester et expérimenter des innovations est très importante. Je citerai aussi un autre exemple. Nous sommes très fiers à Nantes, à la Sémitane, de notre politique de maintenance de nos véhicules. À Nantes, les bus circulent entre 20 et 25 ans, contre 15 ans dans la plupart des autres réseaux. C'est parce que nos mécaniciens, en collaboration avec les constructeurs, ont développé des capacités de maintenance préventive qui font que nous avons une durée d'utilisation de nos véhicules plus importante, et je crois qu'en matière de développement durable, c'est également important. Sur la question de l'impact Union européenne, je suis là aussi d'accord avec Michele, nous avons tendance à considérer l'Europe comme un porte-monnaie. Mais ça n'est pas un porte-monnaie sans objectif, sans incitation, sans orientation. Nous avons beaucoup de nos projets sur la métropole nantaise qui sont cofinancés ou financés à l'aide de financements européens, dans le cadre soit d'appels à projets spécifiques, soit parce qu'ils concourent à des politiques qui sont développées par la Commission, notamment en matière de développement durable. Et dans le secteur des transports publics, nous avons eu beaucoup de projets, beaucoup d'investissements qui ont été éligibles à des financements européens. Donc il y a certes ce côté l'Europe est un tiroir-caisse, mais aussi cette synergie entre des objectifs que nous pouvons partager, entre le niveau européen, le niveau très macro, et les projets très locaux que nous pouvons développer. Et je crois que les solutions, autant les impulsions
doivent et peuvent se donner au niveau européen, autant les réalisations, les avancées, elles se réaliseront dans les territoires. Et c'est là que cette modalité de coopération prennent tout leur sens. Voilà ce que je pouvais dire là-dessus. Alors en conclusion, je voudrais d'abord remercier bien entendu Valéria qui a préparé et animé cette table ronde virtuelle, et puis l'ensemble de nos invités, Andreas, Michele et j'ai oublié le prénom de notre ami député, pardon. Qui ont participé à ces échanges que j'ai trouvé très riches. Je remercie Andreas notamment d'avoir cité l'agence France Locale, parce que la ville de Nantes et Nantes Métropole sont fondateurs, avec d'autres collectivités françaises, de cette agence qui permet un accès direct au marché financier pour les financements de nos investissements publics. Donc c'était un clin d'œil amical et tout à fait bienvenu. Et puis, je voudrais vous assurer que Nantes, capitale européenne de l'innovation, qui est très fière de ce titre après avoir été capitale verte de l'Europe en 2013, va continuer à participer, parce que nous sommes convaincus que c'est une condition de la qualité de notre propre développement, à participer à Eurocities, à participer au futur SGI Europe, pour marquer à la fois notre tradition d'ouverture sur l'Europe et sur le monde. Nous sommes une ville d'estuaire, et donc l'ouverture est chez nous une seconde nature, le goût du voyage et le goût de la découverte. Évidemment, les conditions de la crise Covid-19 ne nous permettent pas d'accueillir autant que nous l'aurions souhaité nos amis de l'Europe entière, et d'aller également les voir. J'espère et nous espérons tous que cette crise va pouvoir trouver une solution, même si à court terme, je pense que nous allons devoir toujours faire preuve d'innovation pour répondre et pour nous adapter aux conditions que le coronavirus nous impose. En tout cas, croyez bien que du côté de notre métropole, qui est une petite métropole à l'échelle européenne, nous savons rester très modestes à cet égard au regard de Milan ou de nos amis d'Hambourg en Allemagne. Évidemment, nous ne sommes pas tout à fait dans les mêmes dimensions, mais dans la volonté de continuer à coopérer avec l'ensemble des grandes cités européennes pour construire et pour trouver dans les territoires les solutions d'un développement durable et d'une cohésion sociale qui passe, je le répète, par la présence des services publics et des entreprises des services publics. Vous pouvez compter sur nous, nous serons toujours là, prêts à participer et à nous investir. Avec Johanna Roland, maire de Nantes et présidente de Nantes Métropole, qui donne à ce sujet une impulsion et des impulsions sans ambiguïté. Merci beaucoup pour votre participation à toutes et à tous. Merci beaucoup, et voilà, je pense qu'on va se revoir un jour en vrai, entre-temps. Bonne journée à tout le monde.